Alors que vous soyez étudiant, jeune psychologue ou psychologue depuis plusieurs années, si je vous dis qu'aujourd'hui vous avez un compte-rendu à écrire par exemple, il est possible, en tout cas si vous avez le syndrome de l'imposteur, que ça active en vous beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes sur vos compétences. Ça peut être parfois simplement un doute, faut pas oublier quand même que le doute en lui-même il est aidant, mais c'est vrai que parfois ça peut dépasser certaines limites et d'ailleurs c'est pour ça que je parle de syndrome de l'imposteur quand ça va avoir un lien tout de suite avec la perception que vous allez avoir de vos compétences. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur et vous avez vu d'ailleurs la puissance que ça peut avoir parce que le simple fait parfois d'imaginer qu'on puisse faire une action qui engendrerait une anxiété, juste le fait de l'imaginer, c'est suffisamment activant pour se dire non mais en fait j'y arriverai jamais et même si ça fait 2 ans que je suis psy ou même si je suis étudiant et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je me dis qu'en fait j'y arriverai jamais. Et ça, sachez que ça se travaille plutôt bien et on va le voir plutôt en fin de vidéo, mais je pense que c'est quand même très important que vous puissiez déjà le comprendre. Et sachez qu'il y a des études qui ont été faites aussi sur le syndrome de l'imposteur et notamment un modèle que je vais vous présenter. Donc déjà le syndrome de l'imposteur c'est quoi? C'est vrai que j'en avais parlé dans pas mal de lives YouTube, Instagram, des lives aussi sur TikTok que je fais toutes les semaines où on me pose souvent cette question quand on a des personnes qui sont du coup effectivement souvent en psychologie mais ça peut se présenter aussi dans d'autres corps de métier. C'est vrai que là pour simplifier et par rapport aussi à ce travail de recherche que j'ai fait, je l'ai plutôt lu et j'ai plutôt vu tous ces exemples qui pouvaient se faire beaucoup aussi dans le cadre de la psychologie. Comme je vous disais, ça peut être aussi dans d'autres éléments. Néanmoins, on se rend compte effectivement qu'il se passe tout un tas de choses et on a des auteurs qui ont créé un modèle qui s'appelle le cycle de l'imposteur de Clance en 1985. En tout cas, il a apparu à ce moment-là. Quand on le regarde, on se rend compte à quel point effectivement ces points-là sont visibles et sont importants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple de l'écrit, du compte-rendu. Imaginez-vous avoir cette tâche à faire. Donc c'est une activité à réaliser qui va engendrer ensuite de l'anxiété, des doutes. Et comme je le disais, c'est pas seulement des doutes, c'est beaucoup plus que ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'anxiété. Ça va engendrer du coup tout un tas de pensées. Est-ce que je vais y arriver? Non, je pense que je vais pas y arriver. Puis de toute façon, c'est sûr que les équipes vont pas apprécier mon compte rendu ou c'est sûr que les équipes vont se dire que je suis nulle et du coup ils vont s'en rendre compte. Il faut surtout pas que je fasse de fautes parce qu'un psychologue qui fait des fautes quand même, vous vous rendez compte. Il va y avoir tout un tas de pensées qui vont aussi maintenir et élever l'intensité émotionnelle. Donc on va avoir une anxiété qui va être assez forte et du coup mes comportements vont me servir de réponse à mes émotions. Comme je me sens anxieuse à l'idée de rater cet écrit par exemple, je vais du coup faire énormément d'efforts pour pouvoir réussir cet écrit ou à l'inverse, je vais essayer d'éviter mon émotion parce qu'elle est trop forte en procrastinant par exemple et en le faisant au dernier moment parce que de toute façon ça marche plus ou moins donc je le ferai au dernier moment et puis dans l'absolu c'est tellement trop douloureux que je peux pas le faire tout de suite. Quand vous regardez ce modèle là vous allez voir que forcément ça entraîne une réussite, c'est-à-dire qu'il ne vous propose pas la case échec par exemple, d'ailleurs il parle tout de suite de réussite. Et pourquoi une réussite alors même que dans le syndrome de l'imposteur on n'imagine pas le fait que ça puisse être une réussite? Et bien parce que il y a tellement d'efforts qui sont fournis, même si vous procrastinez et que vous faites ça au dernier moment, il y a un effort qui est tellement fourni, vous le faites même toute la nuit en général, pour que cette réussite puisse apparaître. Et on prend l'exemple d'un établissement, vous travaillez dans un établissement où vous avez un compte rendu à faire, c'est un genre de l'anxiété, soit vous procrastinez, soit effectivement il y a beaucoup d'efforts qui sont déterminés derrière, et donc vous réussissez. Qu'est-ce qui vous permet de dire ici que vous avez réussi? Possiblement que les équipes vous font un retour plutôt positif sur l'écrit. Ton écrit il nous a bien aidé, ou alors tiens ça m'a fait réfléchir, ou alors voilà, des compliments par exemple qui peuvent apparaître, admettons. Ça pourrait être un indicateur d'une réussite même si c'est discutable, d'accord? Néanmoins, ce qui voudrait dire que votre compte rendu n'était pas inutile, il a eu un impact, il a eu une forme d'utilité finalement ce compte rendu. Et pourquoi les personnes vont quand même se conforter, entre guillemets, se conforter dans ce syndrome de l'imposteur? Parce que l'attribution ne va pas être réalisée sur les compétences. J'ai réussi mon compte rendu parce que j'ai été capable de faire un compte rendu et je le vois, j'en tire ces conclusions-là. Non, en fait je me dis tout simplement que c'est lié à l'effort, parce que j'ai passé 5-6 heures dessus, ou parce que j'ai passé toute une semaine dessus à travailler corps et âme, et c'est ça qui explique la réussite, mais c'est pas moi.
Donc c'est l'attribution qui va en découler derrière. Et ça va engendrer aussi un dénigrement. Du coup, je ne me dévalorise, c'est pas vraiment moi qui a réussi ce compte rendu là, c'est la chance ou c'est l'effort, c'est pas moi. Moi dans tous les cas, je suis nulle en fait. Et on en revient à ça. Et on a ce sentiment là du coup de vraiment être nul, ce sentiment là de tromper les personnes qui sont en face. Dans le milieu professionnel, on va se dire que les personnes vont à un moment donné se rendre compte qu'on est nul ou qu'on est incompétent. Et on arrive sur ce cercle-là, sur ce cycle du syndrome de l'imposteur. Ni plus ni moins que ça en général, mais c'est suffisamment présent pour que ce soit douloureux pour les personnes. Il faut comprendre derrière ça que la littérature, elle insiste sur le fait que c'est un syndrome, c'est-à-dire une manifestation psychologique. C'est pas une maladie, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie d'un individu et disparaître dans la vie de cet individu-là. C'est pour ça que ça se travaille aussi bien en psychothérapie, parce que notamment avec les TCC, il y a tout un travail sur le plan cognitif, comportemental, parfois aussi sur le plan émotionnel qui peut se faire et qui peut du coup aider la personne. C'est un moment, c'est une phase, c'est un passage dans la vie de la personne. Je m'en rends d'autant plus compte quand j'accompagne les personnes qui viennent me voir en étant psychologue et du coup en me disant je veux travailler sur ce syndrome de l'imposteur. La plupart c'est des étudiants ou des jeunes psychologues. Quand je dis jeunes psychologues, ça peut aller jusqu'à 3 ans par exemple d'expérience, mais ça peut être aussi au-delà. On se rend compte que le doute il est quand même important, d'autant plus dans ce métier où la remise en question elle est quand même centrale. Néanmoins, le syndrome de l'imposteur, celui qui va vraiment avoir une dévalorisation, une non-attribution des réussites et du coup un impact réel sur le regard, sur l'estime que va porter la personne de soi, là oui effectivement il y a quelque chose qui se travaille et qui est questionnant aussi pour la personne parce que c'est pas viable en fait dans un métier où on a envie, besoin d'évoluer pour pouvoir aider les autres à évoluer. Il faut quand même pas négliger le fait que c'est pas seulement la psychothérapie qui peut vous aider, effectivement de lire des livres à ce sujet, de vous ouvrir aussi un petit peu plus sur ce qui se passe pour vous avec votre entourage, ça peut vous aider. La psychothérapie peut pas se substituer à d'autres sphères de votre vie qui vont être super importantes. Au contraire, elle va être complémentaire, mais il faut quand même avoir l'idée que c'est important pour vous de pouvoir aussi investir sur des choses qui vont vous faire du bien, sur des choses qui vont vous représenter aussi en termes de compétences, en termes de savoir-faire et en termes aussi de ce côté divertissement. Vous avez aussi besoin à des moments de lâcher un petit peu, d'être un petit peu moins attentif à votre anxiété de performance ou avec votre anxiété tout court pour pouvoir aussi lâcher dans d'autres moments et revenir d'une manière différente après. Et oui, par contre, effectivement, le syndrome de l'imposteur, il fait partie de la vie de beaucoup de psychologues. Alors c'est vrai que j'en parle beaucoup parce que je le rencontre auprès des personnes que j'accompagne, parce que je trouve aussi que, parce que je l'ai vécu déjà, faut pas que je le nie, mais aussi parce que la plupart des psychologues qui sont sur les réseaux sociaux n'en parlent pas. Ils parlent de leur savoir-faire, ils parlent de leur expérience, mais ils ne parlent pas des étapes qui les ont conduits à ça. Et souvent on se rend compte que dans ces étapes, il y a eu à un moment donné cette manifestation psychologique qui a été possiblement impactante, aidante, d'accord. L'idée aussi c'est de pouvoir être dans cette phase d'acceptation, c'est ok que ce soit là pour vous, parce que ça va être aidant à un moment donné, même si là pour le moment c'est peut-être difficile pour vous de vous le dire, mais il ne faut pas nier le fait que ça a été présent dans la vie de beaucoup de psychologues aussi. Malheureusement on n'en parle pas assez, je trouve, à mon sens. En tout cas il n'y en a pas énormément qui en parlent sur ce que eux ont pu ressentir. Or, comme on l'a vu, c'est une manifestation qui peut arriver dans la vie de beaucoup d'individus, dans plusieurs professions différentes, mais dans le cadre de la psychologie, sur les personnes qui viennent en tout cas en consultation, ben, j'en retrouve systématiquement, sur les psychologues en tout cas, qui viennent, j'en retrouve systématiquement cette manifestation-là qui se présente. En tout cas, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'explorer un exercice qui peut vous aider pour vous décentrer un petit peu et sortir de ce cercle-là, de ce cycle de l'imposteur, pour pouvoir penser différemment. C'est un peu le but aussi quand on utilise et quand on met en place des exercices issus des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire de pouvoir vous décentrer aussi, de casser finalement ce cercle vicieux qui a tendance à se répéter dans la plupart des choses et dans la plupart des situations, et notamment par un mode de
de pensée qui va être présent. Là, l'idée de cet exercice, ça va être justement de casser ça. Cet exercice, ça s'appelle le banquier des réussites. Et oui, parce que le syndrome de l'imposteur vous pousse à voir des échecs en permanence. Il vous pousse à vous attribuer des réussites qui ne sont pas finalement à vous, mais qui sont plutôt issues ou causées par des choses extérieures. Là où cet exercice va vous aider à faire l'effet inverse. L'idée donc de cet exercice, c'est d'avoir un carnet avec vous dédié à ça, ou une note sur le téléphone qui va être à nouveau dédiée à ça. L'idée donc, c'est d'écrire toutes vos réussites. Que vous ayez tendance à les attribuer à l'effort ou à la chance, peu importe. L'idée, c'est de faire un listing et donc de le remplir petit à petit, d'où le carnet ou la note sur le téléphone. Du coup, pour remplir petit à petit toutes les choses qui sont liées à une réussite, même si elles sont minimes et que ça vous paraît pas important. En faisant ça, vous allez donc forcer votre mode de pensée qui habituellement est lié à la dévalorisation, à l'attribution causale qui va être plutôt sur des facteurs externes et non plus sur vous. Vous allez donc définir ce faisceau attentionnel qui va plus être lié à ça mais plutôt être lié aux réussites en tant que telles sans jugement. Donc par réussite j'entends même des choses minimes comme je disais, j'ai réussi aujourd'hui à parler en réunion. Si pour vous c'est quelque chose de base qui est difficile. Donc ça peut être même des petites choses comme ça, des petites choses qui vont être minimes de ce type là, mais aussi des choses qui vont être importantes. Et ben, j'ai réussi mon compte rendu par exemple, parce qu'on est sur cet exemple, mais ça peut être aussi j'ai réussi ou j'ai essayé de faire une séance de relaxation pour tout un groupe. En faisant ça, vous allez accumuler comme un peu un capital, c'est comme un peu un investissement que vous allez faire un peu tout le temps, un peu tous les jours. Au début, vous vous rendez pas trop compte, la valeur, elle vous semble minime. Et par accumulation, vous allez vous rendre compte que ce listing, il peut être très vite assez élevé. Ça va du coup accumuler des preuves sur aussi un point de vue que vous n'avez pas forcément pour le moment. Et ce point de vue-là, il sera d'autant plus accessible dans les jours qui seront d'autant plus difficiles pour vous. Tiens, aujourd'hui, je me suis levée un peu du mauvais pied, je me sens pas bien, je me sens anxieuse, je me sens encore plus nulle, encore plus incompétente que d'habitude. Eh bien, prenez votre carnet, regardez un peu ce listing sur votre téléphone et regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ces choses-là, en général, quand ça va pas, on a tendance un peu à les mettre de côté. Là où justement, vous l'avez préparé, vous l'avez écrit aussi par préparation pour ces moments-là. Ça, c'est un exercice qui pourrait vous aider. Mais ayez bien en tête que ce n'est pas un seul exercice qui pourra vous aider dans ce syndrome de l'imposteur ou pour casser ce cycle de l'imposteur ici, mais ce qui pourrait vous aider, c'est en tout cas toute une étape, tout un travail en fait thérapeutique. Si vraiment c'est trop difficile, négligez pas le suivi psychothérapeutique. C'est pas forcément que un superviseur, c'est aussi un suivi psychologique qui pourrait vous aider par rapport à ça. Ayez en tête du coup que ça va être très important d'être suivi, ou dans tous les cas de pouvoir travailler ça avec des exercices. Comme on sait que c'est une manifestation, que c'est pas un trouble, qui ne nécessite pas forcément une très grande adaptation parfois, et ça dépend de l'histoire de vie, pour travailler sur ça, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir un workbook à ce sujet sur le syndrome de l'imposteur. Comment vaincre finalement ce syndrome de l'imposteur-là, comment travailler, comment appréhender ce syndrome-là, avec tout un tas d'exercices issus de la sphère cognitive, donc sur les pensées, et issus aussi de la sphère comportementale, donc ce que je fais dans certaines situations. Et tout ça en fait c'est des exercices qui vont être issus tout simplement des thérapies cognitivo-comportementales. C'est des thérapies dans lesquelles je suis spécialisée, c'est des thérapies que je mets en place maintenant tous les jours dans le cadre de mon travail, donc je connais plutôt bien ce type de thérapie et je connais d'autant mieux le syndrome de l'imposteur qui, vous le verrez pour les personnes qui vont découvrir le workbook, j'en parle, pour le coup j'ai pas trop de tabou vis-à-vis aussi de mes difficultés, et il y a tout un tas de témoignages aussi que vous allez retrouver vis-à-vis de psychologues qui ont vécu et qui vivent encore le syndrome de l'imposteur. Je sais à quel point ça peut être difficile ce syndrome, et je sais à quel point on peut aussi l'apprivoiser, l'accompagner d'une manière différente. Donc vous allez retrouver dans ce workbook beaucoup de choses, notamment sur la compréhension du syndrome de l'imposteur. Là aujourd'hui on a vu le modèle par exemple que vous allez retrouver avec des explications
explications avec des exemples aussi, au travers notamment de Eleanor, que j'ai appelé du coup dans cet exemple-là, qui va revenir très souvent dans le workbook et qui va vous permettre une sorte de comparaison, hein. Finalement, bah, tiens, t'as l'exercice, je le comprends pas trop, bah là ok, je le comprends parce que Eleanor vit cette difficulté-là. Donc il y a aussi cet accompagnement qui va être réalisé avec une illustration, notamment avec Eleanor qui est aidant ici. À nouveau, vous le verrez, hein, mais tout est illustré avec des couleurs, des exemples, pour justement capter aussi l'attention, parce que maintenant on sait le cerveau comment il fonctionne et c'est toujours un peu compliqué parfois de se retrouver vis-à-vis de plein de pages et plein d'exercices différents et de se dire mais comment je vais faire. Donc vous avez tout un tas d'explications vis-à-vis de ça, et ce qui m'a paru aussi important de faire, c'est de pouvoir intégrer aussi des astuces, que ce soit dans l'appréhension que vous allez avoir dans votre environnement actuellement, c'est-à-dire comment mettre en place des béquilles, des choses qui vont me rassurer tout de suite, parce que j'ai pas le temps là tout de suite de travailler à fond sur mes cognitions, sur mes comportements. Je le ferai par la suite avec le PDF par exemple, avec le workbook, mais comment là tout de suite arriver à un soulagement, me faire du bien. Et bien ça justement on l'explore sur comment se former à petit prix, sur comment développer aussi des béquilles qui dans le court terme va vous aider, et par la suite vous le verrez, ces béquilles elles feront moins sens, mais dans l'absolu ça peut être aidant. Donc il y a un travail qui va se faire et sur du court terme, dans l'absolu, dans du rapide avec le workbook, mais aussi sur du long terme, notamment sur le travail des exercices TCC qui sont proposés. Il y a aussi des exercices liés à la procrastination. Finalement on se sert de quelque chose de scientifique, c'est-à-dire ce modèle, ce cercle-là, pour intégrer des outils qui vont être liés complètement à ça. En tout cas, c'est le workbook qui a été, à mon sens, fait de manière assez complète pour vous guider en fonction de ce que vous allez vivre. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir directement tout ça sur mon site internet, notamment dans l'onglet workbook, où vous allez avoir tout un descriptif pour en savoir plus sur le workbook. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser. J'espère que ce petit exercice, il vous aidera, et encore mieux ce workbook si jamais vous l'achetez. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour à ce sujet-là. Moi je reste en tout cas disponible pour toutes les questions que vous pouvez avoir, si jamais il y a des choses qui sont difficiles pour vous dans ces exercices-là. Normalement tout est accessible et j'ai rendu ce workbook très accessible. Mais voilà, évidemment, si vous avez des questions, je reste disponible. Sachez que je suis présente toutes les semaines aussi sur TikTok, puisque je fais des lives où je réponds à des questions, donc ça peut être intéressant aussi de répondre à vos questions sous ce format-là. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour les commentaires que vous aviez eu aussi sur mes dernières vidéos, sur vos retours en général. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. Bye!